Maintenant, donc c'est Emmanuel Hirsch, le professeur Emmanuel Hirsch, qui va venir nous parler. C'était très important dans un colloque comme aujourd'hui d'avoir l'éclairage d'Emmanuel Hirsch sur la vie de ces personnes. D'abord, toutes mes excuses aux organisateurs qui avaient organisé avec beaucoup de cohérence ce colloque et qui m'avaient confié la charge de la conclusion. D'abord, je trouvais que je n'avais pas vraiment une légitimité à conclure, mais peut-être à m'inscrire dans la dynamique de ce qui se fait depuis des années. Et je suis un compagnon de route depuis des années, plutôt engagé. Et donc, je n'ai pas une vraie neutralité pour parler comme si j'étais de l'extérieur de tout ce qui se réalise. J'apprécie les utopies lorsqu'elles deviennent des réalités. Et là, on voit au fur et à mesure des années, et je pense que les pouvoirs publics, dans ce que Bruno vient de restituer, ils l'ont compris, et ils sont partie prenante de ce qui se passe là, comme notre société a compris ce qu'était une situation d'éveil sans conscience, bref, des consciences altérées. On l'a vu d'une manière tragique pendant quelques années avec M. Vincent Lambert. Et je pense que cette pédagogie de la responsabilité partagée permet aujourd'hui, même si le débat aujourd'hui est lancé par le président de la République avec la Convention citoyenne sur la fin de vie, présente quelques obstacles à une vision de ce que peut être le sens d'une existence poursuivie par une personne, y compris lorsque sa présence au monde tel qu'on l'entend n'est pas aussi évidente que pour certains d'entre nous. Je trouve qu'il y a beaucoup d'éléments de résistance éthique dans ce combat associatif extrêmement construit. Ça, c'était le premier point. Et puis, le deuxième point, avant que j'évoque juste quelques éléments par rapport à votre réflexion, je voulais vraiment rendre hommage aux chercheuses, Anne Boissel et Nadine Proya-Lelouet. Je pense que la démarche, et c'est vrai que pendant des années, j'ai eu le privilège d'être associé un peu à vos réflexions dans le cadre du conseil scientifique, et je trouve que conférer une dimension universitaire, une évaluation, une capacité de comprendre, de connaître, d'apprécier ce qui se fait, donner un peu un horizon très constructif à des pratiques qui doivent être des pratiques qui bénéficient non seulement d'une observation scientifique, mais également de tout ce que la science et la recherche en sciences humaines et sociales peut enrichir en termes de compétences, en termes de bien-faire et d'exigences chez des professionnels dont on voit que, comme pour les familles, sont exposées à des vulnérabilités multiples, dont il faut comprendre les enjeux. On parle souvent de vulnérabilité partagée. C'est peut-être parce que notre société a le sentiment que se jouent ses plus hautes vulnérabilités qu'elle prend progressivement conscience d'enjeux forts en termes de propositions concrètes, qui sont des propositions non pas éthiques mais politiques, puisqu'il s'agit de reconnaître la personne pour ce qu'elle est, au-delà de ce qui peut apparaître dans ses incapacités. Et c'est ce que également on voit à travers les projets tout à fait extraordinaires. Edwige, tout à l'heure, quelqu'un disait que c'était une icône. Pour nous, c'est une inspiration. J'ai eu le plaisir de l'entendre à plusieurs reprises. Et je sais ce qu'elle a réalisé, ce qu'elle a donné comme envie aux familles de surmonter la fatalité et de porter, comme on l'a vu tout à l'heure, des projets que pour certains, on pouvait considérer insurmontables. Donc on est dans un moment de transformation. Et vraiment, merci à toutes et à toutes de ce que vous faites dans vos engagements qui sont au-delà de l'engagement pour celles et ceux qui vous sont chers, des engagements pour notre cité. On est enrichi de savoir ces combats, de connaître ces réalisations qui, peut-être dans des lieux un peu extrêmes du handicap, enrichissent, je pense, celles et ceux qui aujourd'hui ont besoin de comprendre comment vivre ensemble et quel est l'essence d'une société démocratique. Juste dans le titre, ce qui me paraissait plus intéressant finalement d'un point de vue éthique, c'est de s'interroger sur le sens de nos responsabilités à l'égard de personnes qui malheureusement ne sont plus en capacité elles-mêmes d'affirmer ce qu'elles souhaitent de préférable pour eux, y compris dans un projet de vie. Et je trouve que c'est important de fonder votre réflexion sur la notion de maison, c'est-à-dire le lieu que l'on habite, un lieu habitable, un lieu où on a effectivement construit, nourri des espoirs, et des espoirs face auxquels on est quelquefois en rupture. Mais je dirais que la maison, c'est le lieu aussi de l'enracinement,
et peut-être de la réhabilitation. Et donc je trouve que le lieu, l'espace, alors que ce soit un lieu partagé avec d'autres, ou que ce soit le lieu où on est réintégré dans l'histoire et dans l'inscription d'une famille, je trouve que c'est une valeur symbolique extrêmement forte. Et je ne l'oppose pas d'ailleurs aux d'autres lieux, que sont les lieux du médico-social et du sanitaire, qui sont aussi à leur manière des lieux d'hospitalité et de soins, de souci de l'autre. Donc je ne pense pas qu'on puisse opposer les uns aux autres, mais je pense qu'il y a une réintégration dans la vie de la famille lorsque l'on ose, parce qu'il faut être courageux, avoir le moyen de le faire, reprendre, puisque c'est l'expression que vous employez, en tous les cas, réaccueillir, être réhospitalier à l'autre, dans un contexte où on même s'interroger sur ce qu'il est devenu, et avec quoi il va pouvoir renouer dans une histoire qui a été marquée par une fracture, qui a été marquée par un accident, bref, par un bouleversement qui a amputé la famille peut-être d'évidence qu'il va falloir progressivement restaurer, réhabiliter, réinvestir. Et un autre élément que je voulais prendre en compte, là, par rapport à la maison, je l'ai vu souvent sur le terrain, c'est pas uniquement la maison, ce ne sont pas les murs, c'est la maisonnée, c'est-à-dire un lieu où on peut exister, on peut partager. Et cette maison n'a de sens, et tout à l'heure je le comprenais à travers ce qui avait été restitué d'une expérience de maison partagée, que si elle a sa place dans la cité. Et trop souvent, on voit la solitude aussi et l'errance à la suite d'autres formes d'errance lorsque l'on se retrouve au domicile. C'est vrai qu'en termes de bienveillance, puisqu'on nous parle beaucoup ici dans ce ministère de prévenir les maltraitances, le domicile peut être aussi un lieu de maltraitance réciproque, d'enfermement. Donc les vraies questions pour moi, ce n'est pas uniquement le retour au domicile, c'est en quoi le domicile est ouvert sur la cité, en quoi des interrelations peuvent se construire, se reconstituer, en quoi finalement des alliances peuvent se nouer. Et puisqu'on parle beaucoup dans les documents d'anticipation, je pense qu'on n'anticipe pas seul si on n'a pas des alliés. Les alliés, ce n'est pas uniquement des professionnels, c'est aussi des membres de la cité. Donc on ne peut pas médicaliser ou d'une certaine manière tout professionnaliser. Il faut voir aussi quel type de solidarité vont accompagner ces envies de reprendre place dans la cité, de redonner un sentiment d'appartenance et de reconnaissance à des personnes. Et c'est vrai que souvent la sphère familiale s'étiole, et on le voit surtout dans la durée, puisque si c'est l'instant présent, on peut encore avoir une dynamique, mais quand c'est la durée, l'épreuve, effectivement, qui d'une certaine manière assèche les espoirs qu'on avait au tout début. Donc cette attente, cette durée, me semble-t-il, n'est possible, n'est acceptable que si on déploie auprès de la personne, auprès de ses proches, auprès aussi des professionnels en environnement qui donnent sens à ce qu'ils font. Et qu'on n'ait pas le sentiment uniquement qu'on est par défaut au domicile pour s'opposer à ce qu'aurait été la non-loyauté de laisser l'être cher dans un établissement anonyme qui est quelquefois et souvent plus humain qu'on le pense, et quelquefois plus humain qu'au domicile quand il est dépeuplé de toute capacité d'avoir de l'humanité, parce qu'on voit à quel point le quotidien effiloche les résolutions. Donc la question du renouvellement me semble important, surtout sur un projet au long cours. Pas uniquement le projet qui est quelque chose d'un petit peu abstrait, c'est comment on co-construit quelque chose. Est-ce qu'il y a quelque chose à construire? Est-ce qu'il y a quelque chose à bâtir? Est-ce qu'il y a quelque chose à partager avec l'autre? Voilà des dimensions qui peuvent être explorées d'un point de vue éthique. Alors, une fois ces quelques points posés, je voulais juste aborder quelques éléments. J'ai découvert que j'ai fait la préface du document, je l'avais oublié. Et donc, je l'ai fait avec beaucoup d'attention et de vigilance. Et je relisais quelques éléments que j'avais portés par écrit. Et je les partage toujours avec Emmanuel Hirsch, et ça m'évitera d'avoir à les reprendre. Le premier point que je poserai comme quelque chose d'important, que j'ai déjà vu évoquer avec des familles, c'est le devoir de loyauté. C'est-à-dire jusqu'où engage notre devoir de loyauté et de fidélité avec une personne dont malheureusement les circonstances font qu'on la reconnaît comme membre et d'une manière indéfectible, inconditionnelle d'une famille, mais dont on ne sait plus également comment elle se situe, un père, un frère, une sœur, quel est en réalité son statut, et quelle est pour nous la possibilité de se substituer à ce qui ne peut plus,
et de se substituer à toutes ces vulnérabilités qu'il va falloir assumer ensemble et essayer de dépasser avec un objectif assez fort. Mais quels sont les mobiles en termes de valeurs d'humanité ou en termes de valeurs spirituelles qui nous engagent à ses côtés? Qu'est-ce qu'on est prêt à faire pour lui? C'est en tous les cas des questions que je me pose, parce qu'on voit au niveau des familles, puisqu'on parle de la famille comme si c'était un idéal, mais la famille, c'est aussi des familles qui sont en crise par rapport à la douleur, par rapport à la souffrance. C'est des familles qui implosent. C'est des familles qui restent quelquefois avec une personne en particulier, souvent la mère, la fille. Et donc, quand on parle de la question du proche, c'est souvent une question qui doit aussi nous confronter à l'exil du proche dans sa propre vie, à des renoncements du proche, au nom d'une certaine loyauté, d'une certaine forme d'engagement qu'il faudrait encourager à mieux comprendre. Donc je me dis quel type d'accompagnement, et pas uniquement des accompagnements d'ordre psychologique, parce qu'il y a un travail de renoncement et de deuil qui s'est fait dans des conditions difficiles face à l'urgence, par exemple, d'un accident, d'une catastrophe. Mais voilà, quel type d'accompagnement? Et là, je trouve qu'il y a une vraie réflexion à poursuivre. C'est-à-dire, est-ce que nous serons socialement à la hauteur du courage, de l'audace de familles et de professionnels qui se trouvent sur le front et quelquefois plus démunis qu'on ne le pense dans un combat au quotidien qui, fort de nos concours, risque à un moment donné d'aboutir à leur échec, et un échec d'autant plus profond qu'ils auront le sentiment de ne pas avoir été à la hauteur d'un défi qui les engage profondément dans la vision qu'ils ont de leur famille. C'est là où d'ailleurs, quand je parle d'engagement indéfectible, je parle aussi de l'attachement. Qu'est-ce qui nous attache à l'autre? Qu'est-ce qui nous relie à l'autre? Et quel qui, d'une certaine manière, nous responsabilise pour l'autre? C'est des questions, en tous les cas, que je poserai lorsque l'autre est parfois, contrairement aux apparences auxquelles on veut croire, assez figé et rétracté dans un moment de l'histoire qui ne se poursuit pas tel qu'on aurait pu le souhaiter par rapport à des projets, par rapport à une envie d'existence. C'est là où se pose la question de l'appartenance. Et c'est vrai que quand on voyait certaines photos, on voit comment la personne peut être réhabilitée, restaurée dans son image d'appartenir à une communauté et d'exister. Mais la question que je me pose, c'est quelle est la vérité de la relation qu'on a avec cette personne? Est-ce qu'on a véritablement le sentiment qu'on est dans la co-construction, dans un vrai projet, ou est-ce qu'on a une approche un peu compassionnelle et qui se limite à se rassurer avec certains signes qui ne convainquent pas beaucoup de personnes? C'est en tous les cas des questions difficiles qu'il faut se poser. Le deuxième point, c'est retour parmi les siens. Et c'est vrai que se réconcilier avec la vie lorsqu'on a été confronté à tant de ruptures et d'obstacles, ça m'interroge sur comment faire que cette personne soit neutre, c'est-à-dire comment la reconnaître encore dans l'histoire de notre famille, et qu'est-ce qu'on va faire avec la personne pour l'intégrer véritablement, non pas à un projet de vie, mais à l'histoire de la famille, à son projet et à sa projection dans un avenir. C'est des questions, en tous les cas, qui m'interrogent sur un point particulier, en fait, compte, quelle hospitalité lui réserver? Est-ce que c'est uniquement un confort existentiel avec tout un ensemble d'éléments qui sont déployés avec les professionnels pour assurer une vie telle qu'on la considère la plus confortable? Est-ce que c'est inciter la personne à sortir progressivement de cet état qui nous interroge et qui nous interpelle, à être un peu contraignant, à la forcer à sortir, à avoir des activités, à la stimuler, jusqu'à quand, avec quelles limites, et comment la respecter en fin de compte dans sa sphère intime? Et c'est là où j'ai une interrogation particulière, parce que finalement, d'un point de vue pratique, la mère d'une personne assez jeune qui se considère comme la mère qui l'accueille à nouveau, comme elle l'a accueilli enfant, est-ce qu'elle est respectueuse de ce qu'il est dans son intimité, dans une histoire? Voilà, c'est des questions en tous les cas précises que je me pose. C'est-à-dire en quoi ce lieu du privé qu'est le domicile est un lieu qui est respecté ou respectable de la personne pour ce qu'elle est, sans entraver d'une certaine manière ce à quoi elle est attachée qu'elle ne peut plus défendre.
Donc toutes les questions autour du processus décisionnel, autour du caractère plus ou moins intrusif de certaines décisions, prises pour elle, quelquefois pour son bien, interrogent quelquefois un défaut qui est le tiers, c'est-à-dire qui va intervenir comme tiers. Dans vos documents, vous dites que les médecins généralistes ne sont plus véritablement présents, on n'est plus dans la logique de l'intervention de professionnels de haut niveau au niveau des compétences médicales de spécialistes. La vraie question, c'est est-ce que quelquefois le domicile n'est pas le huis clos, un lieu d'enfermement, où sans avoir la possibilité de se nourrir d'autres regards, on prend des décisions finalement qui peuvent être non conformes à ce que la personne aurait peut-être souhaité. Donc la vraie question, qui va être en capacité du plaidoyer pour l'autre lorsque les proches, souvent le proche, considère que sa responsabilité, c'est une responsabilité totale, quitte à se substituer à l'autre dans ce qu'il est dans la capacité de faire comprendre de ce qu'il souhaiterait. Donc, la question qu'on peut se poser, au-delà des professionnels qui viennent au quotidien apporter l'accompagnement et le soin nécessaires, le confort de vie, quel type de compétences extérieures au domicile mobiliser pour bénéficier de regards croisés, de regards critiques sur un certain nombre de décisions et de choix. Notamment quand les choses se compliquent et quand il faut faire, parce que le cheminement au domicile, ce n'est pas uniquement un cheminement linéaire, il peut y avoir des complications, il peut y avoir des moments difficiles, des décisions à prendre. Dans cette proximité au quotidien de l'être cher avec celles et ceux qui l'accueillent, est-ce qu'il y aura suffisamment de jugement critique et de capacité de décision à distance lorsque s'imposeront des choix difficiles, y compris d'ailleurs peut-être l'estimation qu'à un moment donné, il serait peut-être préférable d'opter à nouveau pour le retour dans un lieu collectif plutôt que de domicile. C'est des questions, en tous les cas, je ne dis pas que je me pose, mais qu'on doit partager et qu'il faut, à mon avis, poser. C'est là où je pense que la grande difficulté, mais on l'a pour des professionnels comme pour les familles, c'est de trouver la juste présence, la juste position, avec, tout en ayant ce sentiment, à un moment donné, d'avoir la juste position, de savoir qu'à tout moment, et c'est ce qu'on voit dans l'évolutivité des situations, un événement peut absolument tout déstabiliser et qu'il faut être en capacité de compenser, de rejuger, de réévaluer. Donc encore une fois, ce que vous devez retenir de ce que je vous dis d'une manière un petit peu approximative, c'est qu'il ne faut pas que le domicile soit un lieu clos, j'allais dire un univers fermé. Il faut que le domicile s'enrichisse, se nourrisse d'espaces d'ouverture, puisque finalement la finalité du départ de l'institution collective, c'est peut-être l'espoir de redonner de la liberté, de redonner du sens. Mais si ça ne se nourrit pas, se pense pas, se réfléchit pas, si on est uniquement dans un activisme dont on peut comprendre aussi la signification, ne serait-ce que pour oublier les évidences, on voit les difficultés auxquelles on est confronté. 3 points pour terminer. C'est donc le risque d'une trop grande proximité. Et c'est là, encore une fois, où on doit réfléchir sur les tiers intervenants, encore une fois, qui ne sont pas que les professionnels. Alors on voit que quelquefois d'anciens amis viennent progressivement se réapproprient un espace relationnel. Il y a tout un ensemble de constructions. Mais dans le projet de retour au domicile, si on n'inclut pas cette dimension de l'environnement, c'est-à-dire de ce qui va donner vie à la vie et de ce qui va donner espoir quand parfois on sera désenchanté, désespéré par une avancée à laquelle on croyait et qui n'est pas au rendez-vous, voilà tous ces éléments, à mon avis, à contextualiser. Deuxième point, deux points pour terminer, c'est la notion de la temporalité. Voilà. Et c'est vrai que quand vous dites effectivement avec beaucoup de désir et d'envie, on va tout faire pour éviter à l'être cher de rester dans une institution, dans un établissement. Quand vous dites vous allez vous le réapproprier, le reprendre pour le relancer dans une existence, la vraie question, c'est la projection dans le temps. Parce que vous parlez de projet de vie, mais qu'est-ce qu'on va faire de cette temporalité ? Quelle est la signification de cette temporalité ? Alors vous opinez de la tête, vous qui avez cette expérience, mais c'est ça que j'ai trouvé très intéressant dans ce que vous avez rendu possible. Et vraiment, je suis émerveillé par l'engagement, le dévouement et la générosité qui vous ont animé pour votre fille Colline et puis pour les autres. Mais c'est vrai que très souvent en matière d'éthique,
on voit que les situations s'enlisent quand on est dans la durée et qu'il n'y a plus rien à attendre de l'instant qui vient. Et donc, alors quand vous avez créé ce que vous avez créé, vous êtes dans une dynamique, non pas de survie, mais de vie, peut-être de renaissance, puisqu'il y a rupture, il y a renouveau, et puis il y a quelque chose de formidable qui échappe peut-être à votre contrôle, mais il y a du lien, il y a de la vie, il y a tout ce qui est un peu non maîtrisable qui se passe. Mais la vraie question, c'est comment on se projette dans un temps, et un temps qui va être un temps non pas à vivre, mais qui va être un temps qui éprouve la capacité de faire face, la capacité d'être disponible à chaque instant, la capacité de ne pas être dans des détresses quelquefois insurmontables et que personne ne pourra compenser. C'est là où, dans les réflexions en amont, alors j'imagine qu'Edwige Richez y a été confrontée dans son quotidien, quand une famille dit « je vais tout faire pour qu'il aille chez moi », il y a aussi à l'évaluation de l'intérêt propre du proche. Est-ce qu'il est en capacité, est-ce qu'il aura la force, est-ce qu'il aura les moyens intellectuels, humains, à mobiliser pour faire face, et est-ce qu'on n'accentue pas un risque qui est déjà un risque de se confronter à l'être que l'on est et qu'on découvre comme il n'est plus. D'autant plus que j'ai vu dans certaines expériences que sortir de l'institution, c'est peut-être découvrir la vérité irrémédiable de ce que la personne est devenue. Alors que autant de l'hospitalisation ou de l'institution, d'une certaine manière, il peut y avoir encore la possibilité d'accrocher un espoir. Donc, à un moment donné, c'est pas pour dramatiser les choses, mais le domicile, pour moi, a quelque chose aussi, à un moment donné, peut-être de l'ordre de l'irrévocable. Avec un test, l'envie de se dire ce que les professionnels n'ont peut-être pas réussi, nous, avec l'amour, avec l'affection, avec toutes les tendresses, on va réussir à le faire, mais il y a aussi une certaine impuissance par rapport à une certaine fatalité. Voilà, c'est un point qui me, en tous les cas, qui me chatouille l'esprit dans la mesure où il ne faut pas qu'au désespoir, au désastre de ce qu'une famille a éprouvé, s'ajoute la détresse du sentiment d'un échec et d'une indignité de ne pas avoir été à la hauteur. Et de toute façon, on ne peut pas être à la hauteur seul, on doit être à la hauteur ensemble. Puis le dernier point qui me semble important, une fois que j'ai dressé à grands traits ce qui me semblait être de l'ordre des éléments à prendre en compte, même s'il paraît un peu péjoratif, c'est comment donner de la cohérence, de la cohésion à un projet à vivre, à partager ensemble. Et comment retrouver de la simplicité dans le quotidien, alors que souvent il y a les entraves et les rappels que sont les lourdeurs et les contraintes du soin, de l'accompagnement, et avec ce que ça peut envoyer du déficit de la personne et toutes ces pertes qui, à un moment donné, nous interrogent sur mais qu'est-ce qu'il demeure de cette personne et qu'est-ce qu'on peut encore partager avec elle. Vous voyez que c'est des questions qui m'interrogent. De la même manière, je parlais de la temporalité. Je me demandais, d'une certaine manière, comment et que devenir ensemble. Et vous voyez, ça m'a frappé, madame, quand vous parliez de votre fille et que vous avez décidé, donc, avec toute la lucidité et l'engagement que vous avez de créer cette maison partagée. Et vous avez dit, pour ce qui me concerne, j'ai trouvé un petit appartement pour un peu vivre ma vie, un peu à l'extérieur, tout en ayant conscience d'avoir fait ce que je devais faire. Donc vous vous êtes mis à distance, tout en trouvant les moyens qui vous semblaient les plus justifiés et les plus à la hauteur de votre attente, pour vous comme pour votre fille. Mais ça a été un choix qui n'est pas évident. Je me pose la question personnelle, si à titre de parent ou de proche, j'ai été confronté à cette situation, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour bien faire, alors qu'on sait à quel point le bien faire est relatif. Voilà. Et comment se satisfaire de solutions ou de réponses qui sont par nature celles qu'on souhaite le plus porter à un niveau d'exigence, mais qui doivent cohabiter avec le relatif, y compris des réponses en termes de soutien institutionnel. Pour conclure de ce propos, j'ai essayé de réagir à chaud à quelques idées peut-être tourmentantes que certains doivent vivre aujourd'hui au quotidien. Je trouve que la maison
le retour à la maison, ça doit être le retour à la maison qui est notre nation, c'est-à-dire notre démocratie. Et le lieu habité, c'est l'espace de notre démocratie. Mon sentiment et une certaine expérience que j'ai acquise, les lieux institutionnalisés, les lieux quelquefois d'accueil collectif du médico-social, ne sont pas des lieux extérieurs à la vie de la cité. C'est des lieux peut-être où se vit et s'exprime davantage qu'on ne le pense les valeurs de solidarité et de sollicitude. Quelquefois mieux qu'à l'extérieur, là où on idéalise, par exemple, le domicile ou la société dans son général. Donc la vraie question que je me pose sur la question de l'utopie, c'est de quelle manière notre société, alors on a vu à travers ce qu'a dit Bruno tout à l'heure, qu'il y a plus que des signes, il y a des engagements extrêmement forts de la cité, comme on ne l'a jamais vu jusqu'à présent. Donc on sent qu'il n'y a pas du tout une culture de l'abandon, il y a plutôt une culture de la solidarité. Mais comment les uns et les autres peuvent considérer que les questions de ces familles sont les questions de notre famille humaine et de notre communauté. C'est pour ça que la vraie approche pour moi n'est pas uniquement une approche en termes d'appartenance à une famille ou de reconnaissance de la personne comme membre de la famille, mais vraiment de réintégration de la personne dans la communauté humaine que nous formons, dans la nation que nous formons, où ces personnes doivent être reconnues pour ce qu'elles représentent, y compris comme défi à nos mentalités et à nos normes. C'est pour ça que je terminerai ma terminaison sur un point. Il ne faudrait pas que le modèle de la famille, enfin je veux dire avec des guillemets, soit pour certains saisi comme une certaine forme d'assignation et une norme qui s'imposerait. Je pense qu'il faut aussi que la famille, chacun, ait la possibilité d'accepter ou de ne pas accepter. D'ailleurs, quand la personne n'accepte pas avec toutes les culpabilités que ça peut générer, elle a besoin aussi de notre soutien, de notre bienveillance. C'est difficile de se mettre à la place des autres et de juger. On dit souvent qu'en matière d'éthique, il faut être dans le non-jugement et dans le respect. Et peut-être que l'utopie, et j'y crois, c'est sans qu'on s'en rende compte et sans peut-être que la personne l'exprime d'une manière aussi explicite, même si je pense que les proches doivent arriver à le saisir, hein, peut-être que la personne in fine doit être reconnaissante du fait d'avoir le sentiment d'être encore parmi nous, d'être reconnue parmi nous, et puis de parcourir ce qu'elle a à vivre avec nous, comme si elle vivait son existence, non pas par substitution, mais au sein d'une communauté qui sait lui reconnaître sa juste place. Merci de votre attention. Des questions ? Peut-être des questions. Merci beaucoup. Là, vous avez soulevé effectivement plusieurs points très importants. Je dirais que peut-être dans la question de savoir si la famille ou l'institution, laquelle était la bonne solution, est-ce qu'on n'était pas contraignante pour la personne de retourner en famille, c'est une question qu'on doit tous se poser, qu'on se pose, mais qu'on doit traiter avec une grande humilité et amour qui permettent de faire le choix entre ce que l'on pense qui va être vraiment la meilleure chose pour la personne, quitte à ce que ce ne soit pas exactement ce qu'on pense. Dans les expériences qu'on a pu voir, les témoignages, on a vu effectivement l'extrême amour qui ressortait des témoignages. C'était vrai que le risque peut-être un peu d'être un amour un peu emprisonnant. On a vu dans les témoignages dans les structures et des gens qui s'occupent plus des professionnels aussi, beaucoup d'amour et de compassion au bon sens. Et effectivement, entre les deux, je pense, et c'est ce que sans doute Philippe et François vont nous aider à avancer là-dessus, dans les conclusions que vous ferez tout à l'heure, c'est effectivement le choix, le mieux, c'est finalement d'avoir un projet qui amène les deux, avec une vraie participation. Moi, je vais m'autoriser une réaction peut-être à ce que vient de dire Emmanuel, qui met en perspective des questions de fond sur
sur le fondement du domicile et sur l'idée, merci d'ailleurs de l'avoir dit ici à ce moment-là, que la famille en soi, ce n'est pas une panacée absolue, universelle et qui serait un remède à tous les maux, évidemment. Ce qui nous guide, et tu l'as abordé aussi, c'est la vie de la personne elle-même, pour elle-même autant que possible. Et il faut que ça soit ça. C'est pour ça que j'ai une tendresse particulière pour les expériences d'Edwige qui ont été présentées tout à l'heure, où l'habitat partagé, c'est projet de la personne avec des pairs, et finalement où le lien familial, il n'est pas le garant absolu de la poursuite d'une existence. Et d'ailleurs, la poursuite de l'existence n'est pas non plus recréer ce qui a été. Dans mon expérience, et donc 20 ans après le traumatisme de mon fils, ce que je me dis aujourd'hui tous les jours, c'est que je dois être capable de l'aimer tel qu'il est. Parce que si je ne suis pas capable de l'aimer tel qu'il est, je ne l'autorise même pas à exister. Donc c'est la personne qu'il est devenu qui compte. Ce n'est pas ce qu'il a été. Ce n'est pas l'enfant qu'il était, ni l'adulte que peut-être il aurait pu devenir et qui n'existe pas. Ce qui compte, c'est la personne qu'il est aujourd'hui. Et que je sois capable de l'aimer tel qu'il est. Et de faire en sorte que sa vie ait du sens. Et pour poursuivre la mienne, tous les jours, j'ai besoin de répondre à 2 questions. Est-ce que sa vie a du sens pour lui ? Et est-ce que j'ai une relation avec lui suffisante pour être sûr qu'il n'est pas malheureux ? Quand j'ai répondu à ces 2 questions, je peux attaquer ma journée. Est-ce que... Vous pouvez répondre à cette question, Matin, ou à ces 2 questions ? Et vous pouvez répondre. Je pense. Si je ne pouvais pas répondre, ma vie aurait plus beaucoup de sens. Et donc, oui, j'ai la faiblesse de croire que je peux répondre. Je peux être sûr. Vous êtes sûr que ceux qui vous entourent sont heureux ? Non. Bon. Par contre, quand je vais le voir, qu'il est content de me voir, qu'il m'accueille avec un sourire parce qu'il m'a reconnu et qu'il me dit à sa façon « Bienvenue à toi, je suis content de te voir », je pense qu'il n'est pas malheureux à ce moment-là. J'ai un peu plombé l'ambiance. Hein. Je pense que tu as tout à fait raison. Il est toujours maladroit de réagir alors qu'on n'a pas soi-même une expérience, comme c'est le cas de Philippe. Alors même si on se connaît depuis plusieurs générations et qu'on a partagé bien des choses, j'ai pas ton expérience, j'ai pas ton regard, j'ai pas sa sensibilité, et j'ai pas cette écoute. Je crois à ce que tu dis, mais c'est pas du sens pour lui, c'est du sens pour nous aussi. Et ce qui est redoutable aujourd'hui dans notre société, c'est qu'on s'interroge sur le sens de ces existences, en quelque sorte. C'est-à-dire, sont-elles ou pas dignes d'être vécues ? Et on n'aura pas la restitution directe, si ce n'est effectivement, et tu le dis, à travers des moments dans l'instant présent. Tout à l'heure, je parlais de projection. Alors, ce qui est important, c'est ce qu'on vit dans l'instant présent, ce qu'on nous réciproquement, parce qu'il est aussi dans la vie de l'autre. C'est-à-dire, c'est pas uniquement sa vie. C'est l'interaction, et c'est tout ce qui, au niveau de la relation, se co-construit et qui enracine dans du sens, c'est-à-dire dans de l'histoire commune, dans quelque chose qu'on a à vivre ensemble. On n'a pas tout à comprendre et à disséquer, parce que, fort heureusement, beaucoup de choses, y compris en dehors de ce champ, nous échappent. Sans cela, la vie, elle ne serait pas rassurante et on n'aurait pas envie véritablement d'aller loin dans notre société. Donc, heureusement qu'on a une espérance. Et rien nous indique objectivement que l'on sait tout de la personne, y compris dans sa capacité de formuler ou d'élaborer un discours. Et on a bien compris ces dernières années à quel point il fallait être très résistant, y compris pour des personnes atteintes de maladies neurocognitives, et ne pas les découvrir sur ce qu'ils ne sont plus ou pas, mais essayer de les comprendre en ce qu'ils sont. Ce qui demande véritablement un travail
à la fois philosophiques et des valeurs d'humanité qui, à mon avis, se frottant à une réalité qui nous défie, soit on va de l'avant, et je pense qu'on découvre une intelligence, une intelligibilité du réel que celles et ceux qui ne le vivent pas ne peuvent pas comprendre. C'est là où j'ai du respect et que je serais contre des décisions péremptoires qui sont prises par d'autres, sans comprendre, sans connaître, sans apprécier toute la finesse, la granularité de ce qui se vit. Donc j'y mets de l'humilité. Ce que je cherchais à identifier, mais d'une manière très subreptice, c'est des points d'ancrage de ce que peut être une réflexion éthique. Et c'est vrai que la relation au temps de l'autre, c'est aussi, est-ce qu'il vit quelque chose d'une temporalité qui est sa temporalité, et probablement, on le voit en termes d'émotivité, en termes de ressenti, qu'il y a toute, j'allais dire une grammaire, toute une manière de vivre l'existence, toute une relation à la vie, à l'environnement, qui sont probablement d'une nature extrêmement forte et insurmontable, y compris lorsque l'on perd, j'allais dire, dans ce que nous on reconnaît comme une capacité de conscience ou de discernement. J'aimais bien, dans les images que vous avez présentées, la vie, tout simplement. C'est-à-dire, on voyait votre fille avec Charles, enfin, je veux dire, et on peut aussi ne pas se poser plus de questions. Il y a le moment présent, et pour vous, ce qui est important, pour Edwige, j'imagine aussi, c'est d'avoir rendu possible ces instants présents, alors que tout semble s'y opposer. Et c'est là où, d'une certaine manière, j'ai dit qu'il y a plus que de la résistance, il y a de l'inventivité et il y a de l'humanité. Donc on invente de l'humain, et je pense que quand nos administrations sur ce champ-là investissent, alors qu'il y a des arbitrages à faire, ils inventent aussi de l'humain dans une société qui n'est pas uniquement faite d'intelligence artificielle, qui doit aussi se comprendre dans d'autres significations. C'est pour ça que ce qui m'impressionne, pour le dire honnêtement, c'est la signification de vos attachements, de vos envies. Et je pense que j'avais écouté à Rouen, et puis à plusieurs reprises, Edwige intervenir et d'autres intervenants. Et puis j'ai lu aussi les études, parce que les études scientifiques, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a énormément d'éléments de langage, puisque ça a été des entretiens de très grande qualité. Donc on rentre vraiment au cœur de ce qui se vit, de ce qui s'éprouve et de ce qui, d'une certaine manière, s'exprime. Je pense qu'il faut de l'humilité. Et quand tout à l'heure, Bruno évoquer ce que le ministère est en train de co-construire avec vous, pour moi, c'est des actes de démocratie. Alors, il peut y en avoir d'autres, mais pourquoi c'est des actes de démocratie? Puisque je pars toujours de ce grand principe que j'ai évoqué à plusieurs reprises, c'est l'avis 7 du Comité consultatif national d'éthique sur les personnes en état végétatif et persistant. Je ne vais pas vous raconter l'histoire. Et le grand principe, c'est plus une personne est vulnérable, plus on a d'obligations à son égard. Alors le grand problème, c'est que les obligations, ça peut être aussi dans le contexte actuel le suicide assisté ou l'euthanasie. Chacun comprend son obligation. Mais en temps d'engagement, je pense que ce qui m'a le plus fasciné dans la démarche de l'Union, et puis que j'ai l'impression d'appréhender depuis des années, c'est d'abord l'intelligence humaine de familles qui n'ont pas renoncé. Contre l'évidence, contre la destinée, contre la fatalité, contre les lourdeurs administratives. Ils ont été inconditionnels et opiniâtres au nom de valeurs qui sont nos valeurs d'humanité. Ce n'est pas uniquement leurs valeurs individuelles, c'est des valeurs d'humanité, c'est les valeurs de la dignité et c'est les valeurs inconditionnelles du respect de l'autre. Ça, c'était un premier point. Mais ce qui m'a aussi intéressé, c'est qu'à un moment donné, vous vous êtes donné les moyens de recherche. Et je ne suis pas pour que la recherche soit l'élément déterminant. On est universitaire avec Valérie Depatte, qui est une grande juriste. Ce n'est pas que la recherche. C'est de dire qu'il y a quelque chose à chercher. C'est-à-dire qu'il y a une justification à approfondir, à aller plus loin, et peut-être à découvrir des territoires qui, faute de la recherche, c'est-à-dire d'une véritable perception de ce qui se passe, de ce qui se joue, ne bénéficieront pas d'évaluation, de reconnaissance, donc, et peut-être de moyens pour doter les institutions, les familles de ce qui leur est indispensable pour permettre véritablement ce projet de vie en société. Voilà, je termine pour dire que Bruno Pellet, ça fait des années, je ne sais pas où il est, Bruno, dans la salle, ça fait des années que tu nous apportes non seulement ton énergie d'engagé, médecin engagé d'une certaine manière, mais ta vision philosophique de la réalité et ta vision humaniste. Je pense que dans ton propos tout à l'heure, et je termine ce second, il y avait une vraie synthèse de ce qu'est l'actualité d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a de bonnes raisons de croire que ce à quoi vous croyez est digne d'être cru par notre société et d'être encouragé.
Voilà le message. Mais la question du sens, puisque tu parlais, est-ce que ça a du sens pour ton fils? L'expression du philosophe Bergson, j'aime bien, c'est avoir du sens, c'est avoir une direction. Et une orientation, une direction. Et je pense que quand on voit les deux personnes, Charles et puis Colline, dans leur fauteuil, devant la maison, on voit qu'il y a un horizon. Et ce n'est pas à nous de chercher à comprendre ce qu'ils voient, ce qu'ils comprennent, ce qu'ils ressentent. Nous, on doit le respecter et le rendre possible.